Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner le chapitre 5 du module des structures de données et ce chapitre s'intitule Les fichiers. Comme d'habitude, je vais vous donner le plan. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons parler des types d'accès aux fichiers. Euh, Ensuite, nous allons parler des fichiers formatés ou bien des fichiers séquentiels et nous allons voir un exemple d'application. Ensuite, nous allons parler des entrées non formatées ou bien des fichiers binaires. Là aussi, nous allons donner un exemple d'application. Par la suite, nous allons voir les mises à jour sur les fichiers séquentiels, c'est-à-dire comment ajouter, modifier, supprimer des enregistrements dans un fichier séquentiel. Et nous allons terminer par les fonctions qui nous permettent de se déplacer dans un fichier. Commençons par la définition d'un fichier. Un fichier est un support de stockage de données de manière permanente. La différence entre les fichiers et les variables. Donc, avec les variables, lorsque vous mettez des valeurs dedans, dès que vous terminez votre programme, toutes les valeurs que vous avez enregistrées vont disparaître. D'accord? Donc, tant que vous êtes en train d'exécuter votre programme, les valeurs sont là, c'est bon. Mais dès que vous terminez l'exécution, toutes les valeurs vont disparaître. Par contre, avec les fichiers, lorsque vous écrivez des valeurs dans un fichier, toutes ces valeurs vont rester de manière permanente. D'accord? Et les données que vous allez mettre dans un fichier sont sous la forme d'enregistrement ou bien sous forme d'enregistrement. Si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent sur les structures, nous avons parlé des enregistrements. En fait, si vous vous rappelez de la structure compte qui contient trois champs, le numéro du compte et le numéro de la banque et le solde, donc ces trois informations constituent ce qu'on appelle un enregistrement. D'accord? Et ces enregistrements que vous allez mettre dans les fichiers sont mémorisés consécutivement dans l'ordre de leur entrée. C'est-à-dire que l'ordre d'apparition des enregistrements sur le fichier, c'est l'ordre d'insertion de ces enregistrements dans ce fichier. C'est-à-dire l'ordre d'écriture et l'ordre d'apparence des valeurs, bien des données. Prenons un exemple du fichier séquentiel personne.txt. Ce fichier-là s'appelle, voilà son nom, c'est personne, et txt, c'est l'extension. J'ai utilisé ces txt pour parler d'un fichier texte. Ok? Et les valeurs ou bien les données que je vais mettre dans ce fichier, ce sont bien sûr des enregistrements, comme on l'a dit tout à l'heure, et ces enregistrements contiennent deux champs. Il y a le numéro et le nom. Le numéro de la personne et le nom correspondant. Sur la mémoire, on peut montrer que les données sont enregistrées de la manière suivante. Vous avez le numéro de la personne, par exemple 111, et puis après, il y a le nom, Karim par exemple. Ensuite, le nom 112 et le nom Sami. 113, le nom Badr, ainsi de suite. Et un couple de numéros nom représente un enregistrement. D'accord? Ensuite, il y a un autre concept, c'est la tête de lecture-écriture. Alors, ce concept veut dire, c'est l'équivalent d'un curseur. Par exemple, sur un fichier, par exemple, fichier Word, si vous voulez écrire sur un fichier, vous devez absolument mettre le curseur à l'endroit où vous voulez écrire, n'est-ce pas? C'est la même chose ici avec les fichiers. Vous allez utiliser la tête de lecture-écriture qui va vous permettre de préciser l'endroit à partir duquel vous voulez lire ou bien dans lequel vous voulez écrire. Voilà le curseur que vous allez, qui va vous positionner dans votre fichier. Passons maintenant pour parler des types de fichiers. Il y a principalement deux types de fichiers. Il y a les fichiers texte et les fichiers binaires. Les fichiers texte sont des fichiers lisibles par un simple éditeur de texte, c'est-à-dire si vous ouvrez ce fichier-là avec Word, avec Bloc-Notes, Notepad, etc., en fait n'importe quel éditeur de texte, vous pouvez le lire et vous pouvez le voir. Donc c'est lisible, le texte est lisible avec un éditeur de texte. Par contre, si vous ouvrez un fichier
pour le fichier binaire. Donc si vous ouvrez un fichier et vous n'arrivez pas à lire le contenu, en fait vous allez trouver qu'il s'agit des symboles, etc. Donc là, si vous ouvrez un fichier avec un éditeur de texte et vous n'arrivez pas à lire son contenu, cela veut dire que ce fichier-là est un fichier binaire. Et ce que vous êtes en train de voir sur ce fichier s'agit d'une copie bit à bit du contenu de la RAM. C'est-à-dire, ce sont des bits, bien, c'est le contenu de la RAM et qui est représenté par des symboles. Ça marche, mais même si vous voyez des symboles, mais ces symboles-là contiennent de l'information, ils ont un sens, mais vous ne pouvez pas lire ou bien le comprendre avec un éditeur de texte. Il y a des fonctions spécifiques qui permettent de lire ce contenu, ou bien c'est de type bien le contenu de la RAM. Ça marche. Donc si je récapitule, il y a principalement deux types de fichiers. Il y a les fichiers texte que vous pouvez ouvrir avec un éditeur de texte et vous pouvez lire son contenu. Et si vous n'arrivez pas à lire le contenu d'un fichier, dans ce cas-là, il s'agit d'une copie bit à bit de la RAM et ce fichier-là s'appelle un fichier binaire. Ce contenu-là ne peut pas être lu à l'œil nu, mais il y a des fonctions dédiées pour lire ce contenu-là. Maintenant, nous allons voir comment peut-on accéder aux fichiers. Là aussi, il y a deux manières d'accès aux informations d'un fichier. Il y a l'accès séquentiel, c'est l'accès le plus courant, et il y a l'accès direct. Donc, comme son nom l'indique, pour l'accès séquentiel, c'est l'accès dans l'ordre, ou bien l'un après l'autre. C'est-à-dire, pour lire le contenu d'un fichier, je dois lire à partir du premier enregistrement, puis le deuxième, troisième, etc. C'est-à-dire, je dois suivre l'ordre d'apparition des enregistrements sur le fichier. Comme ça, je peux les lire. Ensuite, il y a l'accès direct, c'est comme dans les tableaux, c'est-à-dire si je souhaite aller au contenu de la case 5, je vais mettre T de 5, c'est-à-dire je vais accéder directement à cette position. D'accord? Et bien sûr, pour accéder directement à certains enregistrements dans un fichier, il y a des fonctions spécifiques. Nous allons les voir vers la fin de ce fichier. Juste une petite remarque, c'est que l'accès séquentiel, c'est l'accès le plus courant, c'est le plus utilisé dans les traitements des fichiers. Maintenant, nous allons parler de certaines fonctions que nous allons voir dans ce chapitre. Je vais vous dire que l'ensemble, ou bien presque l'ensemble des fonctions que nous allons voir aujourd'hui commence par la lettre F, ce qui veut dire file ou bien fichier. D'accord? Donc toutes les fonctions qui commencent par F, cela veut dire que ces fonctions-là vont être appliquées sur un fichier. Commençons par la première fonction, c'est la fonction fopen. Donc F veut dire file ou bien fichier et open veut dire ouvrir. Cela veut dire que la fonction fopen permet d'ouvrir un fichier. C'est-à-dire qu'on va ouvrir ce fichier-là pour faire des traitements, la lecture, l'écriture, modification, suppression ou autre. D'accord? Et aussi, il y a la fonction fclose. Cette fonction, elle aussi, commence par F, c'est-à-dire file, et close, c'est pour fermer. Donc, avec fclose, je vais fermer le fichier. Et entre fopen et fclose, le fichier est ouvert et je peux faire tous les traitements que je souhaite réaliser. D'accord? Commençons par la syntaxe de la première fonction qui est fopen. La fonction fopen demande en entrée deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du fichier que je souhaite ouvrir, par exemple personne.txt, d'accord? Et le deuxième paramètre, c'est le mode d'accès à ce fichier-là, c'est-à-dire pour quelle raison je souhaite l'ouvrir. Est-ce que c'est pour lire, pour écrire, pour ajouter ou autre? D'accord? Donc pour ouvrir un fichier, je dois donner son nom. C'est tout à fait normal. Je dois préciser quel est le fichier que je souhaite ouvrir. Je dois lui donner son nom. Et le deuxième paramètre, c'est pourquoi je souhaite l'ouvrir. D'accord? Et puis la valeur de retour de fopen, c'est quoi? C'est un pointeur sur un fichier. D'accord? Regardez P fichier de type pointeur, étoile et file. File veut dire fichier. Donc la valeur de retour de fopen,
c'est l'adresse mémoire du premier octet de ce fichier-là qui a été ouvert. Si l'ouverture a réussi, donc pfichier va avoir une valeur différente de nul. Si fopen n'a pas réalisé l'ouverture avec succès, donc la valeur de retour va être égale à nul. Donc pfichier va être égal à nul. Ça marche? Donc je reprends. La fonction fopen, c'est une fonction qui permet d'ouvrir un fichier. Et cette fonction demande deux paramètres, le nom du fichier que je souhaite ouvrir et le mode pour lequel je souhaite ouvrir ce fichier. Et cette fonction retourne un pointeur sur le fichier, c'est-à-dire l'adresse mémoire du premier octet de ce fichier. Voilà, je vais vous donner deux petites remarques. Il y a le mode, donc le mode d'ouverture doit toujours être mis entre deux guillemets. Ça, c'est la syntaxe que vous devez respecter. D'accord? Et aussi, lorsque vous déclarez le pointeur sur le fichier, pfichier, il doit être toujours de type file écrit en majuscule. Si vous écrivez file en minuscule, cela veut dire ça va poser un problème au niveau du compilateur, il ne va pas le comprendre. Donc le type file s'écrit toujours en majuscule. D'accord? Je vais vous donner maintenant un petit exemple de l'ouverture d'un fichier en mode écriture, c'est-à-dire je souhaite ouvrir un fichier pour écrire dedans. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est faire les déclarations. Je vais déclarer le nom du fichier qui doit être, c'est un tableau de 30 caractères, ok. Donc cette variable, je vais mettre dedans le nom du fichier, par exemple personne.txt, ça c'est le nom du fichier. Ensuite, le pointeur, pfichier, qui est de type pointeur sur un fichier. Au début, ce que je vais faire, je vais demander à l'utilisateur de me donner le nom du fichier qu'il souhaite ouvrir avec son extension. C'est pour faciliter l'ouverture du fichier par la suite, ok? Parce que s'il s'agit d'un fichier texte, l'ouverture va être avec un éditeur de texte. Si l'extension est de type binaire ou bien fichier binaire, donc il faut choisir d'autres outils pour l'ouvrir. D'accord, donc je vais demander à l'utilisateur de me donner le nom du fichier avec son extension et je vais enregistrer le nom dans la variable nom fichier. D'accord, j'ai le nom du fichier de type tableau de 30 caractères, donc là je vais mettre le S. Donc là il y a une petite remarque, c'est que j'ai pas ajouté l'adresse ici. Ok, d'habitude lorsqu'on utilise scanf, on met l'adresse avant le nom de la variable. Ça c'est juste. Mais il y a une petite remarque, c'est que lorsque vous êtes en train de lire une variable de type tableau de caractères, avec scanf, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse. C'est-à-dire, vous pouvez soit écrire le nom du fichier comme ça, ou bien mettre l'adresse qui va précéder le nom du fichier. Les deux écritures sont justes. Et cette notion-là fonctionne uniquement avec les tableaux de caractères. Ça ne pourra pas marcher avec les tableaux de variables de type numérique, des entiers, flottants, etc. D'accord? Donc avec les tableaux de caractères, et lorsque vous faites la lecture avec scanf, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse ici. Si vous la mettez, c'est bon. Si vous ne la mettez pas, c'est bon aussi. C'est la même chose. Cela ne pose aucun problème pour le compilateur. Il va les comprendre de la même manière. Donc jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait, c'est la demande à l'utilisateur de nous saisir le nom du fichier. Ça marche? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir le fichier, c'est-à-dire le nom du fichier que l'utilisateur a saisi. Nous allons l'ouvrir en mode écriture. Si vous vous rappelez, avec la fonction fopen, nous allons mettre d'abord comme premier paramètre le nom du fichier. D'ailleurs, c'est le nom du fichier que nous avons utilisé tout à l'heure. Et aussi le mode d'accès délimité par les deux guillemets. Ça fait partie de la syntaxe. Alors, du moment que nous allons ouvrir un fichier en mode écriture, dans ce cas-là, nous allons utiliser le mode W. W veut dire write. Donc en anglais, write veut dire écrire. Ça marche? Donc là, on va utiliser W pour écrire dans un fichier. Et puis, la valeur de retour de fopen va être sauvegardée dans la variable pfichier de type pointeur sur un fichier. Ça marche? Donc là, nous avons demandé le nom du fichier et puis nous l'avons ouvert en mode écriture. Maintenant, je vais vous parler plus en détail des modes d'accès au fichier.
Nous avons vu dans l'exemple précédent le mot W qui veut dire write, c'est-à-dire écrire. En fait, il n'y a pas que l'écriture, il y a plusieurs autres modes. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et je vais vous dire que cette liste, qui contient 6 modes, correspond aux fichiers texte ou bien les fichiers séquentiels. Pour les fichiers binaires, il y a une liste dédiée pour les fichiers binaires. D'accord? Donc là, nous allons voir ensemble les modes d'accès aux fichiers texte et nous allons commencer par le mode R. Donc R veut dire read. Read veut dire lire, la lecture. Donc si on utilise le mode R, nous allons ouvrir le fichier en mode lecture. Si le fichier n'existe pas, il y aura une erreur parce que nous souhaitons ouvrir un fichier pour lire son contenu. Et s'il n'existe pas, si ce fichier-là n'existe pas, la fonction fopen va générer une erreur. D'accord? Ensuite, il y a le mode W que nous avons vu tout à l'heure. Le mode W permet d'ouvrir un fichier texte en mode écriture, c'est-à-dire pour écrire dedans. Alors, le fichier est créé s'il n'existe pas et écrasé s'il existe. Donc, avec W, si le fichier n'existe pas, donc la fonction fopen va le créer, va créer ce fichier-là. Et si le fichier existe déjà et il contient des informations, la fonction W va écraser son contenu, c'est-à-dire il va l'effacer. D'accord? Donc je vais vous rappeler pour les deux modes, R et W, ce sont des modes pour lire et pour écrire dans un fichier texte. Pour R, si le fichier n'existe pas, fopen va générer une erreur. Avec W, si le fichier n'existe pas, il sera créé et s'il existe, son contenu va être écrasé. Et pour ces deux-là, je vais vous parler du curseur. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez ce fichier en mode R ou bien W, le curseur ou bien la tête de lecture-écriture est toujours placée au début du fichier. D'accord? La tête de lecture-écriture est toujours placée en tête du fichier. Passons maintenant au mode R+, et W+. Alors pour le R+, veut dire update, c'est-à-dire modifier. Je vais modifier le contenu d'un fichier. Alors la différence entre R et R+, est que le fichier sera ouvert en lecture et en écriture. Donc avec R, j'ouvre le fichier pour lire seulement. Mais avec R+, je vais ouvrir le fichier pour lire et pour écrire dedans. D'accord? Et le curseur est toujours placé au début du fichier. Donc pour la position du curseur, c'est toujours la même. Et aussi, si le fichier n'existe pas, une erreur sera générée. Donc si je récapitule, le R et R+ se ressemblent, c'est-à-dire tous les deux permettent de lire, mais avec R+, je peux lire et écrire. Le curseur est toujours placé au début. Et si le fichier n'existe pas, une erreur sera générée. D'accord? Donc R et R+ se ressemblent. Et puis je vais passer à W+. D'accord? Avec W+, ça veut dire update. Et W+, permet d'ouvrir un fichier texte en écriture et en lecture. C'est-à-dire je peux lire et écrire dans ce fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Par contre, s'il existe, son contenu sera écrasé. Et le curseur est également positionné au début du fichier. Donc là, si vous avez fait la comparaison, vous allez trouver que W et W+ se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que W permet d'écrire et W+ permet d'écrire et de lire. Mais le reste des caractéristiques sont les mêmes. Alors le reste des caractéristiques, c'est quoi? C'est-à-dire si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu sera écrasé et le curseur est toujours placé au début du fichier. Voilà. Passons maintenant au mode A. A veut dire append. Donc append en anglais, ça veut dire ajouter. Ok? Ajouter à quelque chose qui existe déjà dans le fichier. Avec A, donc le fichier sera ouvert en mode ajout et il va écrire à la fin du fichier, c'est-à-dire si je souhaite ajouter quelque chose à un fichier, je vais l'ajouter bien sûr à la fin,
parce que c'est l'ordre séquentiel, c'est l'ordre par défaut. D'accord? Donc je vais écrire à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé et le curseur est placé à la fin du fichier. D'accord? Avec le mode A, qui veut dire append, le fichier que je vais ouvrir sera ouvert en mode ajout, c'est-à-dire je vais écrire dedans. Si je vais écrire dedans, donc je vais écrire à la fin du fichier. Ça marche? Si le fichier n'existe pas, il va être créé. S'il existe, c'est bon, il va l'ouvrir et ajouter dedans. Et le dernier mode qui nous reste, c'est le A+. Le A+ veut dire que le fichier que nous allons ouvrir sera ouvert en mode ajout et en mode lecture. C'est-à-dire je peux écrire dedans, écrire à la fin, et aussi je peux lire son contenu. Si le fichier n'existe pas, la fonction va le créer. Donc ça ressemble, A+ et A se ressemblent dans cette caractéristique. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Et l'écriture se fait toujours à la fin du fichier. Avec A, je peux ajouter, et avec A+, je peux ajouter et lire aussi. D'accord? Donc je vais vous demander bien sûr d'apprendre ces différents modes et de les différencier. Comme ça va vous être très facile de les utiliser dans des exercices. Donc si je veux récapituler, je peux dire que R et R+ se ressemblent beaucoup. R c'est pour lire et R+ pour lire et pour écrire. Mais les restes des caractéristiques sont les mêmes, c'est-à-dire que le curseur est placé au début. Si le fichier n'existe pas, il y aura une erreur. Ça marche? Pour le W et W+, se ressemblent aussi. Avec W, je peux écrire seulement, mais avec W+, je peux écrire et lire. Ça marche? Et le curseur est toujours placé au début. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu va être écrasé. Ça marche? Et finalement, avec A et A+, le fichier sera ouvert avec A en mode ajout et avec A+, sera ouvert en mode ajout et en mode lecture, les deux. Et le reste des caractéristiques sera le même, c'est-à-dire que si le fichier n'existe pas, il sera créé. Et aussi, le curseur est toujours placé à la fin. D'accord? Passons maintenant au mode d'accès au fichier binaire. En fait, vous allez remarquer que c'est la même chose. En fait, vous avez toujours les modes R, W, A, R+, W+, et A+. La seule différence, c'est que à la fin de chaque mode, je vais ajouter la lettre B. D'accord? Je vais garder le même mode, mais à la fin, je vais ajouter la lettre B, ce qui veut dire que ce mode d'accès, c'est pour accéder à un fichier binaire. Mais pour la définition de chacun des modes, c'est la même chose. Alors avec RB, je vais ouvrir un fichier binaire en mode lecture. Si le fichier n'existe pas, il y aura une erreur et le curseur est placé toujours au début. D'accord? Avec WB, je vais ouvrir un fichier binaire, en mode écriture. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu va être écrasé et le curseur est toujours placé au début. D'accord? C'est la même chose pour le reste. Donc la même définition. La seule différence, c'est que j'ajoute la lettre B à la fin du mode pour dire qu'il s'agit d'un fichier binaire. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la fonction fclose. Nous avons déjà vu la fonction fopen qui permet d'ouvrir un fichier et avec fclose, je vais fermer un fichier. La fonction fclose demande en entrée un seul paramètre qui représente le pointeur sur le fichier. Si vous avez fait la remarque, vous allez dire que avec fopen, regardez ici, la valeur de retour de fopen est la même, bien cette variable-là, est le paramètre d'entrée de fclose. D'accord? Donc fopen retourne un pointeur sur un fichier et ce pointeur sur le fichier est aussi le paramètre d'entrée de fclose. Ça marche? Maintenant, nous allons passer pour parler des entrées formatées et des fichiers séquentiels.
Et nous allons commencer par les fonctions qui nous permettent d'écrire et de lire dans un fichier séquentiel. Commençons par la première fonction qui s'appelle fprintf. D'accord? La fonction fprintf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction commence par la lettre F qui veut dire que je vais faire un traitement sur un fichier. Et printf veut dire que je vais afficher. Ok? Printf, je vais écrire. Alors, si vous vous rappelez, avec la fonction printf, que vous connaissez tous, la fonction ordinaire printf, cette fonction permet d'écrire sur la console, n'est-ce pas? Et cette fonction printf demande en entrée deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le format. Par exemple, si je souhaite afficher un entier, je vais mettre %d. Et puis, deuxième paramètre, c'est l'expression. Par exemple, la variable a, un numéro, b, etc. C'est-à-dire une variable de type int. Maintenant, avec la fonction fprintf qui permet d'écrire dans un fichier, je vais avoir la syntaxe suivante. Regardez ici, avec fprintf, je vais avoir, au lieu de 2 de la fonction printf, je vais avoir ici 3 paramètres. Le premier paramètre est réservé pour mettre le pointeur sur le fichier, c'est-à-dire le résultat de fopen. Virgule, je vais mettre, deuxième paramètre, le paramètre, ou bien pardon, le format. Si je souhaite écrire un entier, je vais mettre %d. Si je souhaite écrire une chaîne de caractères, je vais mettre %s. Si je souhaite écrire un seul caractère, je vais mettre %c, etc. Et là, le troisième paramètre, je vais mettre les différentes expressions, c'est-à-dire la variable de type soit un entier, caractère, chaîne de caractères, etc. Ça marche? Donc là, si par exemple, je souhaite écrire dans un fichier les informations d'un enregistrement, par exemple du fichier personne.txt qui contient deux champs, le numéro et le nom, je peux écrire fprintf pfichier, c'est le pointeur vers le fichier, et puis le format, donc le numéro est de type int, là je vais mettre %d et là je vais mettre numéro. Et aussi, je vais écrire une autre fois une autre fonction fprintf avec pfichier et puis %d, pardon, %s, et là je vais mettre le nom de la personne. Ça marche? Donc avec la fonction fprintf, je peux écrire des enregistrements dans un fichier. Et cette fonction demande trois paramètres. Il y a d'abord le pointeur sur le fichier pour préciser dans quel fichier je souhaite écrire. Deuxième paramètre, c'est le format de la valeur que je souhaite écrire. Et puis, finalement, l'expression ou bien la variable que je souhaite écrire. Dans ce cas-là, je peux utiliser plusieurs fprintf pour écrire chacune des expressions. Par exemple, pour la première, je vais écrire le numéro, la deuxième, le nom, d'accord? Ou bien, je peux écrire tous les champs d'un seul coup avec une seule fonction fprintf. Et dans ce cas-là, je vais faire les traitements suivants. Je vais utiliser fprintf. Premier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Deuxième paramètre, je vais mettre tous les formats, %d anti/n, %s anti/n, etc. Et finalement, je vais mettre toutes les expressions à la fin, par exemple le numéro, virgule, le nom, etc. Ça marche? Si vous avez fait la remarque, j'ai ajouté ici des anti/n. En fait, j'utilise les anti/n, c'est pour les séparateurs. C'est-à-dire, je vais écrire le numéro, retourner à la ligne, le nom, retourner à la ligne, le deuxième enregistrement, numéro, et puis retourner à la ligne, le deuxième nom, ainsi de suite. En fait, j'utilise ici les retours à la ligne, c'est pour faciliter la lecture par la suite. Parce que, comme vous le savez, lorsque je vais écrire des données dans un fichier, je dois réfléchir à leur récupération, bien à leur lecture. Donc, si j'ajoute des anti/n, cela va me faciliter l'opération de lecture ou bien de la récupération des données à partir du fichier.
Ça marche? Donc là, je vais utiliser des anti-n pour faciliter la lecture des informations qui se trouvent dans mon fichier. Ça marche? Donc pour récapituler, je veux vous dire que pour écrire dans un fichier, on utilise la fonction fprintf qui demande trois paramètres en entrée, le pointeur sur le fichier, les différents formats des champs de l'enregistrement que je souhaite ajouter et finalement les différentes expressions ou bien les variables. Nous allons voir ensemble un exemple. Supposons que j'ai un tableau qui contient les informations suivantes. J'ai le numéro et j'ai le nom. Par exemple, 1, Mohamed, 2, Sarah, etc. Et mon objectif, c'est quoi? C'est d'écrire, par exemple, un enregistrement, le premier, l'écrire dans un fichier. Ça marche? Pour le faire, bien sûr, je dois faire les déclarations nécessaires. Je vais déclarer une variable non fichier qui est un tableau de 30 caractères. Aussi, je vais déclarer pfichier de type pointeur sur un fichier. Et je vais déclarer deux autres variables. La première, c'est le numéro de la personne. Et la deuxième, c'est le nom de la personne. Pour le numéro de la personne, il est de type int, c'est-à-dire qu'il va contenir le numéro, le 1. Et la deuxième variable, le nom de la personne, va contenir le nom qui est un tableau de 30 caractères. Ça marche? Alors, après avoir fait les déclarations nécessaires, je vais maintenant demander à l'utilisateur de me donner le nom du fichier. Et puis, je vais le lire et le mettre dans la variable non fichier. Ensuite, je vais utiliser la fonction fopen qui demande en entrée de paramètres le nom du fichier ainsi que le mot d'accès. Du moment que je souhaite écrire dans le fichier, donc le mot d'accès que je vais utiliser, soit W ou bien W+. Ok? Donc là, je vais utiliser W, c'est pour écrire dans le fichier. Et le résultat de fopen va être sauvegardé dans la variable pfichier. Ça marche? Maintenant, pour écrire dans le fichier, je vais bien sûr demander à l'utilisateur de me donner quelles sont les valeurs qu'il souhaite écrire. D'accord? Donc, je vais lui demander de me donner un numéro et le nom de la personne. Et je vais les lire et les mettre dans les variables correspondantes. C'est-à-dire, je vais mettre le numéro dans la variable num personne et le nom dans la variable nom personne. Bien sûr, le numéro, c'est un entier. Je vais mettre le format %d et le nom de la personne, c'est une chaîne de caractères. Et là, je vais mettre %s. Donc là aussi, pour le nom de la personne, vous êtes libre de mettre l'adresse ou bien ne pas la mettre. Ça marche? Par contre, avec le numéro de la personne, je suis obligée de mettre l'adresse. Ça marche? Maintenant, une fois avoir lu le numéro et le nom de la personne que je souhaite écrire dans le fichier, je vais appeler la fonction fprintf que nous avons vue tout à l'heure. Cette fonction, bien sûr, demande trois paramètres. D'abord, il y a le pointeur sur le fichier pour préciser dans quel fichier je souhaite écrire. Ensuite, je vais mettre les différents formats des champs que je souhaite écrire. Et finalement, je vais mettre les noms des expressions ou bien des variables. Voilà le numéro de la personne et le nom de la personne. Et pour les formats, c'est %d et %s. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise les anti-n, c'est pour faire un séparateur, bien pour séparer les différents champs. Et cette séparation va faciliter la lecture après du contenu de mon fichier. Après avoir réalisé l'opération de l'écriture, je vais maintenant essayer de lire le contenu de mon fichier. Et pour lire à partir d'un fichier, il y a une fonction spécifique et cette fonction s'appelle fscanf. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a la lettre F qui représente les traitements sur les fichiers et scanf c'est pour lire, n'est-ce pas? Lorsque vous utilisez scanf, vous allez lire à partir du clavier, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on fait fscanf, nous allons lire à partir d'un fichier.
Ça marche? Alors, juste un petit rappel, pour la fonction fscanf, demande pour ses paramètres d'entrée, elle demande deux paramètres. Il y a le format, donc regardez ici, avec scanf, il y a le format et il y a l'adresse de la variable. Ça marche? Et maintenant pour fscanf, c'est un peu la même chose, avec une petite différence au niveau du premier paramètre. Avec fscanf, regardez ici, le premier paramètre c'est le pointeur sur le fichier pour préciser, donc c'est nécessaire pour préciser à partir de quel fichier je souhaite faire la lecture. Le deuxième paramètre c'est le format et le troisième c'est l'adresse de la variable. Ça marche? Donc je peux mettre un seul scanf pour chaque adresse ou bien pour chaque variable, ou bien utiliser un seul fscanf et mettre tous les formats ainsi que toutes les adresses mémoire des variables. Ok? Donc avec fscanf, je peux lire à partir d'un fichier. C'est pour cette raison, dans les paramètres d'entrée, je dois mettre le pointeur sur le fichier. Deuxième paramètre, je vais mettre les différents formats séparés par des anti-n. C'est c'est le séparateur que nous avons déjà utilisé dans l'écriture. Donc l'écriture et la lecture, comment dirais-je, travaillent ensemble. C'est-à-dire si dans l'écriture j'ai utilisé un séparateur de type anti/n, dans la lecture aussi, je dois utiliser anti/n. Ça marche? Et puis finalement, dans le troisième paramètre, je vais mettre les adresses des différentes variables. Regardons ensemble un exemple. Si vous avez tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit dans le fichier personne.txt, par exemple, le numéro et le nom de la personne. Et cette fois-ci, nous allons essayer ensemble de lire ce que nous avons déjà écrit avec fprintf. Ça marche? Alors, voilà le code correspondant. Je vais faire les déclarations nécessaires. Je vais déclarer la variable nom du fichier de type tableau de 30 caractères. Aussi, je vais déclarer pfichier de type pointeur sur un fichier. Et aussi, je vais déclarer les variables le numéro de la personne de type int et le nom de la personne de type tableau de 30 caractères. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de me donner le nom du fichier avec extension. Je vais le lire et le mettre dans la variable nom du fichier. Et finalement, je vais appeler la fonction fopen pour ouvrir mon fichier pour lire à partir, ou bien pour lire son contenu. Donc là, avec fopen, je vais mettre comme premier paramètre le nom du fichier que je viens de lire. Et pour le mode, je vais mettre R. R, c'est pour lire à partir du fichier. Donc je peux mettre R ou bien R+. Ça marche? Donc je vais utiliser le R pour lire à partir de mon fichier. Et la valeur de retour va être sauvegardée dans la variable pfichier. Maintenant, après avoir ouvert le fichier en mode lecture, je peux lire son contenu avec la fonction fscanf qui demande en entrée le pointeur sur le fichier, les différents formats ainsi que les adresses des variables. Ça marche? Donc là, je vais mettre pfichier comme pointeur. Les formats, c'est %d et %s, séparés par des anti/n. Et pour les adresses, je vais mettre l'adresse du numéro de la personne et le nom de la personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, pour la lecture du nom de la personne, je peux mettre soit l'adresse ou bien enlever l'adresse. Du moment que le nom de la personne est un tableau de caractères. D'accord? Et juste une petite remarque, c'est que dans l'écriture, bien, lorsque j'ai écrit dans le fichier, j'ai commencé par le numéro, ensuite le nom. D'accord? Là aussi, dans la lecture à partir du fichier, je dois respecter l'ordre. Du moment que j'ai écrit d'abord le numéro puis le nom, là aussi dans la lecture avec fscanf, je dois commencer par le numéro et le nom. Donc l'ordre des champs dans l'écriture doit être respecté dans la lecture.
Ensuite, je vais utiliser la fonction printf. Donc printf, elle permet de faire quoi? Elle permet d'afficher le contenu, bien un texte ou bien les valeurs de certaines variables sur la console. Donc l'objectif de faire printf, c'est d'afficher ce que je viens de lire à partir du fichier. D'accord? Juste pour vérifier est-ce que ce que j'avais déjà écrit est correct, a été bien récupéré. Donc avec printf, je vais faire les différents formats. Je vais afficher le numéro ainsi que le nom. Et là, je vais mettre les noms des variables. Ensuite, je vais vous donner quelques petits rappels ou bien récapitulation pour voir si vous avez bien saisi les notions que nous avons vues jusqu'à maintenant. Il y a un ensemble de fonctions. Il y a fscanf, juste un petit rappel. Donc fscanf permet de lire à partir d'un fichier. D'accord? Fprintf permet d'écrire dans un fichier. FgetC permet de lire un seul caractère. Donc C, ça veut dire un seul caractère à partir d'un fichier. FputC permet d'écrire un seul caractère dans un fichier. FgetS, c'est une fonction qui permet de lire une chaîne de caractères. Donc S c'est pour string. Elle permet de lire une chaîne de caractères à partir d'un fichier. Et fputs permet d'écrire une chaîne de caractères dans un fichier. Donc là, si je récapitule, fgetS et fputs permettent de traiter des chaînes de caractères. FgetC et fputC permettent de traiter un seul caractère. Et pour fscanf et fprintf, ces deux fonctions permettent de traiter tous les types de données. C'est-à-dire, elle peut traiter les chaînes de caractères, un caractère et les données de type numérique, ou bien les données numériques. Aussi les données de type structure. Ok? Donc ça, c'est comme si c'était un cas général. Avec fscanf et fprintf, je peux lire tous les types de données. Mais ces deux-là, ou bien ces quatre-là, sont spécifiques pour des types de données déterminés. Ça marche? Donc là, nous allons voir leurs correspondants normaux. Pour scanf, elle permet de lire à partir du clavier. Printf, elle permet d'afficher sur la console. Getchar permet de lire un seul caractère à partir du clavier. Putchar permet d'écrire un seul caractère sur la console. GetS permet de lire une chaîne de caractères à partir du clavier. Et puts permet d'écrire une chaîne de caractères sur la console. D'accord? Ça, c'est juste pour vous montrer les différences entre les différentes fonctions que vous connaissez jusqu'à maintenant. Maintenant, nous allons parler d'une fonction assez intéressante. C'est la fonction qui permet de détecter la fin d'un fichier séquentiel. Supposons que j'ai un fichier texte, par exemple, et qui contient plusieurs enregistrements. Et je souhaite lire tous les enregistrements qui se trouvent dans mon fichier. Mais le problème que je rencontre, c'est que je ne connais pas quel est, ou bien je ne sais pas quel est le nombre d'enregistrements que j'ai dans le fichier. D'accord? Donc, du moment que je ne connais pas, ou bien je ne sais pas quel est le nombre d'enregistrements dans mon fichier, il y a une fonction dédiée à cette opération, c'est-à-dire une fonction qui va détecter la fin d'un fichier séquentiel. Et cette fonction s'appelle FEOF. Donc F pour dire que cette fonction traite, bien manipule des fichiers. Pour le EOF, cela veut dire End of File, c'est-à-dire la fin du fichier. Alors cette fonction demande en entrée un pointeur sur le fichier que je souhaite, bien dans lequel je souhaite détecter la fin, et cette fonction retourne un entier. D'accord? Nous allons voir ensemble quelles sont les valeurs que peut prendre la valeur de retour de FEOF, c'est-à-dire F End of File.
Alors, si P fichier a atteint la fin du fichier, c'est-à-dire si je suis à la fin. Alors, si je suis à la fin du fichier, la fonction fend of file va retourner une valeur différente de 0. Donc, si la valeur de retour de fend of file est différente de 0, cela veut dire que je suis à la fin. Par contre, si P fichier n'a pas encore atteint la fin du fichier, c'est-à-dire je suis encore au début ou bien au milieu, dans ce cas-là, la fonction fend of file retourne une valeur égale à 0. Ça marche? Donc, si je suis à la fin du fichier, la valeur de retour de fend of file est différente de 0. Si je n'ai pas encore atteint la fin du fichier, la fonction fend of file retourne 0. Voilà. Maintenant, nous allons voir un exemple pour voir comment utiliser cette fonction. Regardez ce qu'on va faire. Nous allons utiliser la boucle while parce que nous allons utiliser la fonction fend of file. C'est-à-dire on va parcourir les différents enregistrements et bien sûr la tête de lecture-écriture ou bien le curseur va se déplacer avec et à chaque fois nous allons faire le test. Si le curseur arrive à la fin, dans ce cas-là, nous allons comprendre que nous sommes arrivés à la fin du fichier. D'accord? Donc regardez ici, while différent fend of file de p fichier. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si fend of file est différent de nul. D'accord? Différent de fend of file de p fichier, différent de nul. Par exemple ici, si vous avez une expression, mais vous n'avez pas ici le critère de comparaison, par défaut, c'est différent de nul ou bien différent de 0. D'accord? Donc là, puisqu'on traite un entier, donc c'est différent de 0. Ça marche? Donc là, j'ai différent et là, j'ai différent. Donc l'une annule l'autre. Cela veut dire que c'est comme si j'écris while fend of file de p fichier égale à 0. D'accord? Donc si la valeur de retour de fend of file est égale à 0, si on revient ici, donc elle retourne 0 quand si p fichier n'a pas encore atteint la fin du fichier. C'est-à-dire je ne suis pas encore arrivé à la fin. Ça marche? Donc si je ne suis pas encore arrivé à la fin du fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction fscanf qui permet de lire à partir du fichier. Et cette fonction, bien sûr, demande 3 paramètres. Il y a le pointeur sur le fichier, il y a les différents formats et il y a les différentes adresses. Du moment que j'ai déjà écrit des enregistrements qui contiennent deux champs, le numéro de la personne et le nom, là aussi je vais mettre les différents formats, pourcentage D pour lire le nom et pourcentage S pour lire le nom. Pardon, celui-là pour le numéro et celui-là pour le nom. Et là, je vais mettre les adresses mémoire. L'adresse du numéro de la personne et le nom de la personne. Ça marche? Donc là, j'ai lu le premier enregistrement et je vais afficher ce que je viens de lire sur la console avec printf. Je vais afficher le numéro de la personne ainsi que le nom. Ça marche? Et regardez ici, avec la fonction fend of file, j'ai pas utilisé une incrémentation. D'habitude, avec la boucle while, j'utilise une initialisation, la condition, et avant de fermer la colonne, je fais soit une incrémentation ou bien une décrémentation. N'est-ce pas? Mais avec la fonction fend of file, l'incrémentation se fait automatiquement. C'est-à-dire, lorsque je lis un enregistrement, le curseur se place sur l'enregistrement suivant, de manière automatique. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire une incrémentation du curseur, du moment que la fonction fend of file permet ou bien la fonction fscanf permet de l'incrémenter de manière automatique. Ça marche? Maintenant, nous allons voir ensemble un exemple d'application dans lequel nous allons répondre ou bien faire les différentes étapes suivantes. Nous allons créer un fichier qui s'appelle personne.txt et nous allons l'ouvrir au mode écriture avec W, le mode W. Ensuite, nous allons entrer le nombre de personnes que nous souhaitons ajouter dans ce fichier. Donc, si je récapitule, je vais vous dire que l'objectif de cet exercice, c'est d'ouvrir un fichier au mode écriture, puis écrire dedans un certain nombre d'enregistrements, plusieurs personnes. Ok?
Et ce nombre de personnes, c'est NB enregistrement. Puis nous allons entrer les numéros d'une personne et le nom de personnes un par un et nous allons les écrire dans le fichier avec la fonction fprintf. D'accord? Donc nous allons demander à l'utilisateur de nous donner le numéro de la personne et le nom et puis les écrire dans le fichier. Une fois terminée l'opération d'écriture, nous allons fermer le fichier ouvert en mode écriture avec la fonction fclose. Ça marche? Ensuite, nous allons ouvrir le même fichier personne.txt en mode lecture avec R. Et ensuite, nous allons lire son contenu avec la fonction fscanf. Et puis, à chaque fois qu'on va lire un enregistrement, nous allons l'afficher sur la console avec la fonction printf. Et finalement, nous allons fermer le fichier ouvert en mode lecture avec la fonction fclose. Donc, je vais vous demander de prendre 5 minutes pour écrire le code correspondant avant de regarder la solution. Maintenant, pour la solution, regardez, j'ai le nom du fichier, je vais faire les déclarations nécessaires. J'ai le nom du fichier qui est un tableau de 30 caractères. Pfichier, c'est un pointeur sur un fichier. Les variables numéro de la personne et le nom de la personne. Numéro de type int et le nom de type tableau de caractères. Et puis NB enregistrement, ce qui représente le nombre d'enregistrements que je souhaite écrire dans le fichier. Et la variable i qui sert d'itérateur, c'est-à-dire je vais parcourir les différents enregistrements. Au début, bien sûr, je vais demander à l'utilisateur de me donner le nom du fichier avec extension et le mettre dans la variable nom fichier. Aussi, je vais demander le nombre d'enregistrements qu'il souhaite ajouter et le mettre dans la variable NB enregistrement. OK. Ensuite, je vais utiliser la fonction fopen pour ouvrir le fichier en mode écriture et mettre le résultat dans le pointeur pfichier. Et là, je vais utiliser une boucle. OK. Du moment que je vais écrire dans le fichier plusieurs enregistrements, qui chacun d'entre eux contient le numéro et le nom, dans ce cas-là, je vais utiliser une boucle. Je peux, ou bien vous pouvez soit utiliser la boucle de while, ou bien la boucle for. Là, je vais utiliser un exemple avec la boucle while. Comme vous le savez, la boucle while commence d'abord par une initialisation, puis dans le while, il y a une condition, et avant de fermer la collade, je vais mettre une incrémentation ou bien une décrémentation. Ça marche? Alors, je vais initialiser l'itérateur ou bien le compteur à 0, et tant que ce compteur-là est inférieur à NB enregistrement, qui représente le nombre total d'enregistrements que je souhaite ajouter dans le fichier, je vais demander à l'utilisateur de me donner le numéro et le nom de la personne. Je vais les lire et les mettre dans les variables numéro de la personne et le nom de la personne. Et après, je vais appeler la fonction fprintf pour écrire ces informations dans le fichier. Alors, comme vous le savez, avec fprintf, je vais mettre d'abord comme premier paramètre le pointeur sur le fichier qui est le résultat de fopen. Ensuite, je vais mettre les différents formats. Du moment que je vais mettre le numéro de la personne de type int et le nom de type chaîne de caractères, dans ce cas-là, je vais mettre %d anti/n et %s anti/n. Et finalement, comme troisième paramètre, je vais mettre les différentes expressions, c'est-à-dire le numéro de la personne ainsi que le nom. Et avant de fermer la collade, je vais ajouter une incrémentation pour passer à l'enregistrement suivant ou bien à la personne suivante. Donc à la fin, si j'arrive ici, je vais dire que j'ai fini l'écriture de tous les enregistrements dans mon fichier. Et une fois terminé, je peux fermer le fichier avec la fonction fclose qui demande en entrée le pointeur sur le fichier. D'accord? Maintenant, pour la deuxième partie, c'est l'opération de la lecture à partir du fichier. Bien sûr, je vais utiliser la fonction fopen qui demande en entrée le nom du fichier avec le mode. J'ai utilisé le mode R, c'est pour lire à partir du fichier. Et bien sûr, je vais mettre la valeur de retour dans le pointeur pfichier. Je vais utiliser cette fois-ci la boucle while avec la fonction fEnd of file. Donc si je ne suis pas arrivé à la fin
du fichier. Je vais lire avec fscanf, je vais lire à partir du fichier, pfichier, je vais lire le numéro de la personne ainsi que le nom. Et je vais les afficher sur la console avec la fonction printf. Donc ce que je viens d'écrire, je vais les afficher sur la console. Bien, ce que je viens de lire, je vais les afficher sur la console. D'accord? Une fois terminé, maintenant je peux fermer le pointeur ou bien fermer le fichier avec fclose. D'accord? Ici, dans la fonction while, je peux ne pas utiliser la fonction fEndOfFile. Pourquoi? Parce que généralement, on utilise la fonction fEndOfFile si je ne connais pas le nombre d'enregistrements. Mais dans mon exemple là, je connais NB enregistrement, je connais ce nombre-là. Donc là, je peux réécrire cette partie en utilisant une boucle while simple. C'est-à-dire, je vais faire l'initialisation de i égale à 0. Tant que i est inférieur à NB enregistrement, je vais lire le numéro de la personne ainsi que le nom, je vais les afficher et je vais incrémenter le i. D'accord? Donc, vous le remarquez, la fonction fEndOfFile permet de faire l'incrémentation de manière automatique. Par contre, si j'utilise la fonction, bien si j'enlève la fonction fEndOfFile, je dois faire l'incrémentation de façon manuelle ou bien manuellement. Ça marche? Maintenant, nous allons passer pour parler des entrées non formatées ou bien des fichiers binaires. OK? Nous allons voir principalement deux fonctions. Donc, les fonctions que nous avons utilisées dans les fichiers texte sont les fonctions fprintf et fscanf. D'accord? Ce sont des fonctions dédiées pour les fichiers texte. Maintenant, pour traiter les fichiers binaires, il y a d'autres fonctions dédiées pour les traitements sur les fichiers binaires. D'accord? Il faut faire la différence. En fait, les fonctions dépendent ou bien suivent le type de fichier qui, qui va les utiliser. Commençons par la première fonction qui s'appelle fread. Donc f c'est pour fichier, read c'est pour lire. Alors la fonction fread permet de lire à partir d'un fichier. OK? Alors voilà la syntaxe. J'ai ici fread, la fonction, et puis j'ai un pointeur, ptr, j'ai la taille, j'ai le nombre de blocs, et j'ai finalement le pointeur sur le fichier. Alors, je vais vous lire ici la définition. Alors, la fonction fread permet de lire n blocs, c'est-à-dire j'ai un certain nombre de blocs. Généralement ou bien souvent, on utilise un seul bloc. Et chaque bloc a une taille, c'est la variable taille. Et ce nombre de blocs et cette taille qui se trouve dans le fichier pfichier. Voilà, et on va lire à partir de l'adresse PTR. Ça, c'est la position à partir de laquelle nous allons faire la lecture. Voilà, si je récapitule, je vais vous dire que à partir de la position PTR, dans le fichier pfichier, je vais lire, voilà la taille correspondante et le nombre de blocs. Le nombre de blocs, et chaque bloc, bien sûr, contient la taille suivante. D'accord? Donc je vais lire à partir de cette position, dans le fichier pfichier, je vais lire la taille et le nombre de blocs suivants. D'accord? Et pour la fonction fread, elle retourne la taille lue, ou bien le nombre de blocs qui a été lu. Regardez, donc cette fonction retourne le nombre de blocs effectivement lus. Donc, pour voir si la lecture est réussie, vous allez comparer la valeur de retour avec le paramètre d'entrée que vous avez ici. Si nbblock est égal à size t, ça marche, donc vous avez fait la lecture correctement. Si les deux valeurs sont différentes, cela veut dire qu'il y avait un problème dans l'opération de la lecture. Ça marche? Maintenant, passons à l'opération inverse, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire je vais écrire dans un fichier. Fichier binaire, pardon. Alors pour écrire dans un fichier binaire, je vais utiliser la fonction fwrite. D'accord? La fonction fwrite demande elle aussi quatre paramètres en entrée. Il y a le pointeur, il y a la taille, il y a le nombre de blocs et le pointeur sur le fichier.
D'accord? Donc la fonction fWrite va écrire n blocs, le plus souvent c'est un seul bloc, qui a une taille et qui est situé à l'adresse ptr et dans le flux pfichier. D'accord? Donc je vais prendre ce qui se trouve dans ptr, qui a une taille quelconque avec un certain nombre de blocs. Je vais écrire le tout ou ça dans pfichier. Ça marche? Et cette fonction fWrite retourne elle aussi le nombre de blocs qui a été écrit. Donc je vais faire la comparaison entre la valeur de retour et le paramètre d'entrée. S'ils sont égaux, cela veut dire que l'écriture sur le fichier a été réalisée avec succès. Passons ensemble pour voir un exemple. Dans cet exemple, nous allons écrire un tableau d'entiers qui contient les 20 premiers entiers, c'est-à-dire les valeurs allant de 0 jusqu'à 19. Nous allons les écrire avec la fonction fWrite dans le fichier sortie.bin. C'est-à-dire, on a un tableau qui contient les valeurs allant de 0 jusqu'à 19 et nous allons copier le contenu du tableau dans le fichier sortie.bin. Du moment que le fichier sortie.bin est un fichier binaire, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas utiliser la fonction fprintf, mais nous allons utiliser la fonction fWrite. Ça marche? Et puis, donc, une fois terminée l'opération d'écriture dans le fichier, nous allons lire le contenu du fichier et nous allons l'écrire dans un autre tableau. Ok? Ce que nous avons déjà écrit dans le fichier, nous allons le copier dans un deuxième tableau et puis l'afficher sur la console. Et pour lire à partir du fichier binaire, nous allons utiliser la fonction fread. Ça marche pour l'énoncé. Maintenant, nous allons voir ensemble le code. Voilà les différentes bibliothèques que nous allons utiliser. Voilà la constante NB qui représente le nombre d'éléments que nous avons dans notre tableau. Voilà le nom du fichier. C'est une variable c'est un tableau de 30 caractères et qui est initialisé au nom sortie.bin. Là, nous allons préciser le nom du fichier. Ensuite, nous avons le pointeur sur le fichier et nous avons deux tableaux de type pointeur. Ok? Tab 1, pointeur sur un entier, et tab 2, lui aussi, c'est un pointeur sur un entier. Donc celui-là, tab 1, c'est le tableau initial. Nous allons copier le contenu de tab 1 dans le fichier sortie.bin. D'accord? Et puis nous allons copier le contenu du fichier sortie.bin et l'écrire dans le fichier dans le tableau tab 2. Et finalement, nous allons avoir besoin d'un itérateur, c'est pour parcourir les différentes cases du tableau. Voilà, nous allons commencer par l'allocation de la mémoire pour les deux variables tab 1 et tab 2. Donc, ce sont des tableaux de type pointeur. Donc, nous n'avons pas précisé la taille, ou bien lors de la déclaration, on ne connaît pas quelle est la taille de chacun des deux tableaux. C'est pour cette raison, nous devons leur allouer la mémoire de manière dynamique, soit en utilisant la fonction malloc ou bien la fonction calloc. D'accord? Alors, avec la fonction malloc, nous allons faire ou bien procéder comme suit. Tab 1 égale à int étoile malloc. Et là, entre parenthèses, nous allons mettre le nombre total d'octets que nous souhaitons allouer. D'accord? Nous allons mettre le nombre de blocs NB multiplié par size of int, du moment que notre tableau est de type int. Ça marche? Et puis là, nous allons mettre un cast int étoile parce que la valeur de retour de malloc, la valeur par défaut, c'est char étoile. Et du moment là que nous sommes en train de traiter des valeurs de type int, dans ce cas-là, nous devons faire le cast pour que les sorties de malloc soient de type pointeur sur un entier. Ça marche? Donc là, c'est pour, si on utilise la fonction malloc pour allouer la mémoire au tableau tab 1, ou bien vous pouvez utiliser la fonction calloc qui demande en entrée deux paramètres. D'accord? Demande en entrée le nombre de blocs, CNB, virgule, size of int, c'est-à-dire la taille de chacun des blocs. Et bien sûr, sans oublier de faire le cast.
parce que CAlog retourne une valeur de type char étoile. Et là aussi, nous devons faire le cast pour que la valeur de retour soit correspondante au type du tableau 1. Ça marche? Donc là, nous avons fait l'allocation de la mémoire pour tab 1 et nous faisons la même chose avec le tableau 2. Ensuite, nous allons remplir le tableau 1 par les valeurs allant de 0 jusqu'à 19. Ça marche du moment que NB, regardez ici, est égal à 20. Donc si on l'utilise à l'intérieur d'une boucle, alors les valeurs de i vont varier entre 0 et 19. Et nous allons remplir chacune des cases du tableau avec son indice. C'est-à-dire la case 0 va contenir la valeur 0, la case 1, la valeur 1, la case 2, la valeur 2, ainsi de suite jusqu'à 19. Ça marche? Donc jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons alloué la mémoire au tableau et nous l'avons rempli avec les valeurs correspondantes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir le fichier sortie.bin en mode écriture, c'est-à-dire pour écrire dedans. C'est-à-dire nous souhaitons copier le contenu du tableau dans le fichier sortie.bin. Et pour le faire, bien sûr, nous allons utiliser la fonction fopen qui demande en entrée deux paramètres. Il y a le nom du fichier et le deuxième paramètre, c'est le mode d'accès. Du moment qu'on souhaite écrire dans un fichier binaire, nous allons utiliser le mode WB. Donc W c'est pour écrire et B pour binaire. Ça marche? Et puis nous allons mettre le résultat de fopen dans le pointeur pfichier. D'accord? Alors supposons que pfichier, if pfichier est égal à nul, c'est-à-dire si l'allocation de la mémoire a échoué, dans ce cas-là, nous allons afficher le message suivant, impossible d'écrire dans le fichier et nous allons donner son nom. Et nous allons sortir avec exit failure ou bien retourner 1. Donc exit failure, ça veut dire c'est la sortie d'erreur ou bien c'est équivalent à retourner 1. Alors là, nous avons ajouté un test sur le résultat de fopen parce que si nous n'arrivons pas à ouvrir le fichier en mode écriture, nous ne pouvons pas faire les opérations qui vont suivre. Ce qui veut dire qu'il y aura un problème ici. Alors, si le fichier a été ouvert en mode écriture, sans aucun problème, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est écrire le contenu du tableau dans le fichier. Et nous allons utiliser la fonction fwrite. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette fonction demande 4 paramètres. Il y a le pointeur, il y a la taille, il y a le nombre de blocs et il y a le pointeur sur le fichier. Ça marche? Donc là, regardez, avec fwrite, je vais mettre, voilà la source des données, c'est tab 1. Voilà la taille, c'est nb multiplié par size of int, c'est-à-dire la taille globale de mon tableau. Le nombre de blocs, c'est 1. Et puis, à partir de quel fichier? C'est pfichier. C'est le résultat de fopen, c'est-à-dire le fichier sortie.bin. Ou bien, il y a une deuxième écriture. Je peux faire fwrite tab 1 et au lieu de mettre ici la taille globale, je vais mettre la taille d'un seul entier, size of int. Et dans le nombre de blocs, je vais mettre nb, c'est-à-dire j'ai nb blocs ou bien nb cases dans mon tableau. Et finalement, je vais mettre ici le pointeur sur le fichier. Ça marche? Donc jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'ai alloué la mémoire pour les deux tableaux. J'ai rempli le premier tableau. Je l'ai ouvert. Ensuite, j'ai ouvert le fichier sortie.bin en mode écriture. Et puis, j'ai écrit dedans avec la fonction fwrite. Et finalement, je vais fermer le fichier. Maintenant, nous allons passer pour voir l'opération inverse, c'est-à-dire la lecture à partir du fichier. Alors, pour lire à partir du fichier, là aussi, je vais ouvrir le fichier sortie.bin en mode RB. Donc, R, c'est pour read, et B, ça veut dire qu'il s'agit d'un fichier binaire. Si la lecture ou bien l'ouverture du fichier en mode lecture a échoué, c'est-à-dire si pfichier contient la valeur nulle, dans ce cas-là, je vais afficher un message et sortir. Parce que si je n'arrive pas à ouvrir le fichier en mode lecture, je ne peux pas faire les opérations suivantes. C'est-à-dire je vais sortir du programme.
Sinon, si l'opération d'ouverture est réussie, dans ce cas-là, je peux lire à partir du fichier avec la fonction fread, qui à son tour contient ou bien demande quatre paramètres en entrée. Il y a tab 2, c'est-à-dire je vais écrire dans le tableau 2. Donc si vous vous rappelez, ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est uniquement l'allocation de la mémoire. Mais le tableau tab 2 est vide, il ne contient aucune information. Donc je vais maintenant le remplir, écrire dans tab 2. Je vais mettre le nombre, ou bien la taille, c'est nb multiplié par size of int, ça c'est la taille, ou bien le nombre global des, ou bien le nombre global d'octets que je souhaite écrire. Et puis 1, c'est le nombre de blocs. Et puis le pointeur sur le fichier. Ou bien, je peux réécrire fread de la manière suivante. Je peux faire fread tab 2, virgule, size of int. Là, c'est la taille d'un bloc. Et là, c'est le nombre de blocs, nb. Virgule, et puis le pointeur sur le fichier. Donc cette instruction veut dire quoi? Que je vais lire à partir du fichier un certain nombre d'octets et je vais les écrire dans tab 2. D'accord? Donc une fois terminé, je vais fermer le fichier et là, ce que je vais faire, c'est afficher le contenu de tab 2 pour voir est-ce que l'opération d'écriture dans le fichier et de lecture se sont réalisées avec succès. Donc pour lire le contenu de tab 2, je vais utiliser une boucle de i allant de 0 jusqu'à nb-1 et puis je vais afficher tab 2 de i. Et bien sûr finalement système pause et sortir. Sortir avec succès. Donc là, si vous avez return exit failure, donc c'est comme si vous faites return 1. Et généralement on utilise retourner 1 en cas de problème, en cas d'erreur. D'accord? Et si on fait return exit success, c'est équivalent à return 0. Et lorsque vous mettez 0, cela veut dire que la sortie, c'est avec succès. Regardez ici le résultat d'affichage du tableau. Ça va donner les valeurs allant de 0 jusqu'à 19. Donc si je récapitule cet exercice, nous avons fait quoi? Nous avons déclaré deux tableaux, tab 1 et tab 2. Nous avons alloué la mémoire pour tab 1 et la même chose pour tab 2. Et nous avons ensuite rempli le tableau tab 1 avec les valeurs allant de 0 jusqu'à 19. Ensuite, nous avons ouvert le fichier sortie.bin en mode écriture. Puis, nous avons copié le contenu du tableau dans le fichier. Nous avons ensuite fermé le pointeur. Et ensuite, nous avons réouvert le fichier en mode lecture. OK? Et puis, nous avons copié le contenu du fichier dans le tableau, tab 2. Nous avons fermé le fichier et nous avons affiché le contenu de tab 2. Et nous avons remarqué que tab 2 contient les mêmes valeurs que tab 1. D'accord? Donc j'espère que cet exercice est clair. Maintenant, nous allons passer pour voir les mises à jour des fichiers séquentiels. Nous allons revenir au fichier texte. Et nous allons voir principalement les opérations suivantes, c'est-à-dire nous allons voir comment ajouter un nouvel enregistrement dans un fichier. Nous allons voir comment l'ajouter au début, à la fin et au milieu. Ensuite, nous allons voir comment supprimer un enregistrement d'un fichier. Et finalement, comment modifier un enregistrement dans un fichier. Nous allons commencer par le cas le plus simple, c'est ajouter un nouvel enregistrement à la fin d'un fichier. Donc, supposons que j'ai le fichier suivant qui contient un ensemble d'enregistrements et je souhaite ajouter un nouvel enregistrement à la fin de ce fichier. Donc, comme vous le savez, le mode d'accès à ce fichier, le mode que nous allons adopter, c'est le mode A ou bien le mode append. Donc, puisque le mode A permet d'ouvrir un fichier en mode ajout et le curseur est placé à la fin. Donc là, si on écrit dans un fichier ouvert avec le mode A, nous allons ajouter ces enregistrements ou bien cet enregistrement-là à la fin de ce fichier. Voilà le code correspondant. Nous allons déclarer le nom du fichier, le pointeur, le numéro ajout et le nom ajout.
D'accord? Et ensuite, nous allons utiliser une boucle. Dans ce cas-là, nous allons demander à l'utilisateur de nous donner le nom du fichier qu'il souhaite ouvrir. Nous allons le lire et le mettre dans la variable non fichier. Et après, nous allons utiliser la fonction fopen qui demande en entrée deux, deux paramètres. Il y a le nom du fichier et le mode d'accès. Donc là, nous souhaitons ajouter à la fin. Dans ce cas-là, nous allons utiliser le mode d'accès A. Et nous allons mettre le résultat de fopen dans la variable pfichier de type pointeur sur un fichier. D'accord? Alors, if différent de pfichier, donc if différent de pfichier veut dire que if pfichier est égal à nul. D'accord? Donc, si pfichier est égal à nul, cela veut dire que l'ouverture du fichier a échoué. Et dans ce cas-là, nous allons afficher un message qui dit qu'il y a une erreur, impossible d'ouvrir le fichier. Ça marche? En fait, pour le anti/A, c'est pour vous dire pour vous faire un bip. Donc c'est un bip qui dit qu'il y a, c'est uniquement pour attirer votre attention, pour vous dire qu'il y a un problème dans l'ouverture du fichier. Donc là, nous allons répéter ce processus tant que pfichier est égal à 0 ou bien pfichier est égal à nul. Parce que si nous n'arrivons pas à ouvrir le fichier en mode ajout, nous ne pouvons pas faire l'opération d'ajout. Nous ne pouvons pas ajouter le nouvel enregistrement à la fin. C'est pour cette raison, avant de sortir de ce bloc, il faut s'assurer que l'ouverture s'est réalisée avec succès. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de me donner les informations de l'enregistrement qu'il souhaite ajouter. Et là, je vais lire le numéro ajout et le nom ajout de type int et tableau de caractères. D'accord? Et puis, je vais utiliser la fonction fprintf pour écrire dans le fichier. Et cette fonction demande trois paramètres. Il y a le pointeur sur le fichier, il y a les formats et il y a les expressions. Ça marche? Donc là, je vais mettre le pointeur sur le fichier, le format ou bien les formats des variables, pourcentage %d anti/n et pourcentage %s anti/n. Et là, je vais mettre les valeurs ou bien les variables que je viens de lire, le numéro ajout et le nom ajout. D'accord? Et finalement, bien sûr, lorsque j'aurai fini, cet enregistrement-là va être écrit à la fin du fichier. Et voilà, je vais fermer mon fichier avec fclose. Une fois terminé, je vais l'afficher, je vais le fermer. Passons maintenant à un deuxième ajout, et cette fois-ci, c'est l'ajout d'un nouvel enregistrement au début d'un fichier. C'est-à-dire, voilà le fichier, mon fichier qui contient un ensemble d'enregistrements, et je souhaite ajouter ce nouvel enregistrement au début du fichier pour avoir le fichier suivant. Donc, pour ajouter un nouvel enregistrement au début du fichier, c'est un peu compliqué. Donc, je ne peux pas l'ajouter directement dans le fichier, mais je dois utiliser un fichier intermédiaire. C'est-à-dire, je vais utiliser mon premier fichier et je vais l'ouvrir en mode lecture et je vais créer un deuxième fichier que je vais ouvrir en mode écriture. C'est-à-dire que je vais copier l'enregistrement que je souhaite ajouter au début de ce nouveau fichier et ensuite copier tous ces enregistrements-là à la fin. D'accord? Donc nous allons voir ensemble la solution. Vous allez remarquer ici, du moment qu'on va utiliser deux fichiers, donc la déclaration des variables va être dupliquée. C'est-à-dire, nous allons déclarer deux variables de type tableau de caractères pour sauvegarder le nom de l'ancien fichier et le nom du nouveau fichier. Aussi, nous aurons besoin de deux pointeurs, p fichier ancien et p fichier nouveau. D'accord? Et puis, nous aurons besoin du nom de la personne et le numéro de la personne. Et puis le nom qu'on souhaite ajouter ainsi que le numéro qu'on va ajouter. De la même manière, donc là aussi, nous allons ouvrir l'ancien fichier en mode lecture. Nous allons demander son nom et le mettre dans la variable ancien. Et puis nous allons utiliser la fonction fopen avec en paramètre ancien et le mode lecture, R, parce que l'ancien fichier sera ouvert en mode lecture. Mettre le résultat de fopen dans pfichier. Et on va répéter ce processus tant que pfichier est égal à nul, pfichier ancien est égal à nul.
D'accord? Donc s'il y a un problème dans l'ouverture, donc on va retourner à la boucle. Une fois l'ouverture est réalisée avec succès, maintenant nous pouvons passer pour ouvrir le nouveau fichier, mais cette fois-ci au mode écriture. Donc nous allons lui demander à l'utilisateur de nous donner le nom du nouveau fichier, le mettre dans la variable nouveau, d'accord? Puis utiliser la fonction fopen nouveau et puis le mode d'accès W pour ouvrir le fichier au mode écriture, mettre le résultat dans P fichier nouveau. D'accord? Donc P fichier ancien sera ouvert en mode lecture et P fichier nouveau sera ouvert en mode écriture. Et nous allons reprendre ce bloc tant que P fichier nouveau est égal à nul. Ou bien, c'est ça, égal à nul. Donc une fois l'ouverture du nouveau fichier s'est réalisée avec succès, c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons demander à l'utilisateur de nous donner quelles sont les informations de l'enregistrement qu'il souhaite ajouter, c'est-à-dire quel est le numéro de la personne et le nom de la personne qu'il souhaite ajouter au début du fichier. Nous allons les lire et les mettre dans les variables num ajout et non ajout. D'accord? Et après, nous allons utiliser la fonction fprintf qui demande en entrée trois paramètres. Il y a le pointeur sur le fichier. Donc nous allons écrire dans le P fichier nouveau, dans le nouveau fichier. Nous allons mettre les différents formats, %d anti/n et %s anti/n. Et là, nous allons mettre le numéro ajout et le nom ajout. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert l'ancien fichier en mode lecture et le nouveau en mode écriture. Nous avons lu les informations de l'enregistrement qu'on souhaite ajouter et nous les avons écrits dans le nouveau fichier. Donc le fichier nouveau est vide pour le moment. Donc nous avons uniquement ajouté le premier enregistrement. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est copier le contenu de l'ancien fichier dans le nouveau fichier. Et pour le faire, ce que nous allons faire, c'est utiliser une boucle while avec la fonction fEndOfFile. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'ancien fichier, nous allons lire le contenu de l'ancien fichier, nous allons lire le numéro de la personne et le nom de la personne, et nous allons les écrire dans le nouveau fichier. Donc ce que nous allons lu, nous allons l'écrire dans le nouveau fichier. Voilà. D'accord? Donc ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, donc pour écrire ou bien pour ajouter un nouvel enregistrement au début du fichier, il faut déclarer ou bien ouvrir l'ancien fichier en mode lecture, ouvrir le nouveau fichier en mode écriture, copier d'abord le nouvel enregistrement au début et puis utiliser une boucle pour lire tous les enregistrements de l'ancien fichier et les mettre dans le nouveau fichier. D'accord? Et finalement, bien sûr, nous pouvons fermer les deux fichiers avec la fonction fclose. Ça marche? Alors, si c'est clair, maintenant nous allons passer à un troisième ajout, c'est-à-dire nous souhaitons ajouter un enregistrement, mais cette fois-ci au milieu d'un fichier. D'accord? Alors, supposons que nous avons un fichier qui contient un ensemble d'enregistrements, mais ces enregistrements sont triés. Ils sont dans l'ordre. Par exemple, j'ai par exemple le nom de la personne commence par A, le nom de la personne commence par C, cette personne commence par F, P et S. D'accord? Et nous souhaitons ajouter un nouvel enregistrement dont le nom commence par la lettre J. Et nous souhaitons ajouter cet enregistrement-là à l'intérieur de ce tableau, ou bien de ce fichier, de façon à garder l'ordre des noms triés. Bien garder les noms ou bien les enregistrements triés. Ça marche? Donc là, pour le faire, il faut toujours utiliser un fichier supplémentaire. Donc nous allons ouvrir ce fichier-là, l'ancien fichier en mode lecture, et le nouveau fichier en mode écriture. Et pour l'ajouter, donc ce qu'on va faire, c'est faire des comparaisons. Nous allons lire enregistrement par enregistrement à partir de l'ancien fichier et faire des comparaisons. Donc là, est-ce que A est supérieur à J? Non, le A est inférieur à J. Nous allons copier le A. C, est-ce qu'il est supérieur à J? Non, donc je vais copier le C. F, est-ce qu'il est supérieur à J? Non, il est inférieur, donc je vais copier le F.
P, est-ce qu'il est supérieur à J? Oui, alors il est supérieur à J. Ce que je vais faire, c'est copier d'abord le J et puis copier le P. D'accord? Donc je vais faire des comparaisons pour trouver la bonne position où je vais ajouter l'enregistrement J. Comparer le A, le C, le F, ils sont tous inférieurs à J, donc je vais les copier. Je trouve que P est plus grand, dans ce cas-là, je vais copier d'abord le J et puis copier le P. D'accord? Et finalement, je vais faire une boucle pour copier tous les enregistrements qui restent. S, Z, etc. Je vais le copier d'un seul coup. D'accord? Est-ce que l'idée est claire? Maintenant, nous allons passer pour voir le code correspondant. Et là, nous allons supposer que nous allons faire la comparaison avec le nom de la personne. Ok? Nous allons supposer que les enregistrements que nous avons dans l'ancien fichier sont triés par ordre croissant ou bien par ordre alphabétique croissant des noms. D'accord? Comme d'habitude, nous allons utiliser le double des déclarations, c'est-à-dire nous allons utiliser deux fichiers anciens et nouveaux, deux pointeurs, P fichier ancien, P fichier nouveau, déclaration des variables, le nom de la personne et le numéro de la personne, et puis le nom que nous allons ajouter et le numéro que nous allons ajouter. Aussi, nous allons utiliser une variable trouve, c'est une variable drapeau qui va nous aider à savoir est-ce que nous avons trouvé la bonne position pour ajouter le nouvel enregistrement ou bien pas encore. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir l'ancien fichier en mode lecture. Ok? L'ancien fichier en mode lecture et le mettre dans P fichier ancien. Ouvrir le nouveau fichier en mode écriture, fopen nouveau W, et mettre le résultat dans P fichier nouveau. Ensuite, nous allons lire l'enregistrement que l'utilisateur souhaite ajouter. Nous allons lire le num ajout et le nom ajout. D'accord? Et là, voilà la partie intéressante, c'est pour trouver la bonne position. Donc nous allons supposer que trouve est égal à 0, nous allons supposer que nous n'avons pas encore trouvé la bonne position. Et là, nous allons utiliser une boucle. Tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'ancien fichier, et trouve égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas encore trouvé la bonne position pour ajouter le nouvel enregistrement, nous allons lire les enregistrements à partir de l'ancien fichier. Nous allons lire le numéro de la personne et le nom de la personne. D'accord? Et on va faire des comparaisons sur le nom. Nous allons voir est-ce que le nom de la personne qu'on vient de lire est supérieur au nom ajout. Donc, comme vous le savez, pour comparer deux chaînes de caractères, on utilise la fonction strcmp de la classe ou bien de la bibliothèque string.h. Ok? Cette fonction strcmp retourne une valeur supérieure à 0 si la première chaîne est plus grande que la deuxième. Elle retourne une valeur inférieure à 0 si la deuxième chaîne est plus grande que la première. Et elle retourne une valeur égale à 0 si les deux chaînes sont égaux. D'accord? Alors là, pour la première itération, le nom que je vais lire, c'est le nom qui commence par A. Regardez ici, c'est le A. D'accord? Donc je vais lire le A et je vais le comparer avec quoi? Le A ici, et je vais le comparer avec J, parce que c'est le nom J que je souhaite ajouter. Est-ce que A est supérieur à J? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à else, d'accord? Et je vais écrire dans le fichier, dans le nouveau fichier, le numéro de la personne et le nom de la personne. C'est-à-dire je vais écrire le A. Ça marche? Encore une fois, donc j'ai une boucle while. Est-ce que je suis arrivé à la fin du fichier? Non, pas encore. Est-ce que trouve est égal à 0? Oui. Je vais lire le deuxième enregistrement, c'est-à-dire je vais lire, si je reviens ici, je vais lire le C. Ça marche? Alors je vais prendre le C et le comparer avec J. Est-ce que C est supérieur à J? Non. Je vais aller à L, c'est-à-dire je vais écrire dans le nouveau fichier l'enregistrement qui contient le C. Encore une fois, je vais passer à l'enregistrement suivant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la fonction f'andOfFile, l'incrémentation se fait de manière automatique. D'accord? Alors, est-ce que je suis arrivé à la fin de l'ancien fichier? Non, pas encore. Est-ce que trouve est égal à 0? Oui. Je vais lire l'enregistrement qui contient la chaîne, bien le mot F, et je vais faire la comparaison. Est-ce que F est supérieur à J? Non. Je vais aller à else et je vais mettre dans le fichier nouveau, je vais mettre le F.
Ça marche? Passez maintenant à l'enregistrement suivant. Est-ce que le fichier, euh, est-ce que je suis arrivée à la fin du fichier, de l'ancien fichier? Non, pas encore. Est-ce que trouve est égal à 0? Oui. Je vais lire l'enregistrement qui contient le P. OK? Alors, est-ce que P est supérieur à J? Oui. D'accord? Ça, c'est juste. Qu'est-ce que je vais faire? Trouve va être égal à 1. Ce drapeau-là veut dire que j'ai trouvé la position où je vais ajouter le nouvel enregistrement. Ça marche? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire dans le nouveau fichier, je vais écrire le nom que je souhaite ajouter, c'est-à-dire le J. Et après, je vais écrire dans le nouveau fichier le P, c'est-à-dire le nom, le numéro de la personne ainsi que le nom de la personne. Donc, lorsque j'ai trouvé le P, donc le P est plus grand que J, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire d'abord le J, c'est le nouveau, et après je vais écrire le P. C'est ce que j'ai fait ici. Je vais copier d'abord le nouveau, num ajout et non ajout, ça c'est le nouveau. Et puis, je vais écrire le numéro de la personne et le nom de la personne. Celui-là c'est le J, celui-là c'est le P. D'accord? Encore une fois, je vais venir ici. Est-ce que je suis arrivé à la fin du fichier, de l'ancien fichier? Non. Est-ce que trouve est égal à 0? Non. Donc trouve cette fois-ci est égal à 1 parce que j'ai déjà trouvé la bonne position. Donc dans ce cas-là, je vais sortir de ce bloc ou bien de la boucle et je vais faire quoi? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié les valeurs ou bien les enregistrements allant de A jusqu'à P. Donc ce que je vais faire, c'est faire copier-coller de tous les enregistrements qui se trouvent après. Parce que tous les enregistrements qui vont venir après sont tous supérieurs à J. Donc ce n'est pas la peine de faire des comparaisons du moment que le fichier est trié. Donc tous les éléments qui vont venir après le P sont tous supérieurs à J. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est utiliser une boucle pour lire l'ensemble des enregistrements qui restent et les copier dans le nouveau fichier. Alors tant que je ne suis pas encore arrivée à la fin de l'ancien fichier, je vais lire à partir de l'ancien fichier le numéro de la personne et le nom de la personne et je vais les écrire dans le nouveau fichier. D'accord? Finalement, bien sûr, je vais fermer les deux fichiers, le nouveau et l'ancien. Donc pour récapituler, je vais ouvrir l'ancien fichier en mode lecture, je vais ouvrir le nouveau fichier en mode écriture, je vais lire l'enregistrement que je souhaite lire, c'est-à-dire le J, je souhaite ajouter, c'est le J. Ensuite, je vais lire à partir de l'ancien fichier et vérifier si je n'ai pas encore trouvé la bonne position. Je vais lire le A, je vais le comparer avec le J. Si le A est inférieur à J, je vais le mettre directement dans le nouveau fichier. Si je trouve une valeur plus grande, par exemple le P est plus grand que J, dans ce cas-là, true va être égal à 1 et je vais mettre dans le nouveau fichier d'abord l'enregistrement que je souhaite ajouter, c'est-à-dire le J, et après copier l'enregistrement avec lequel j'ai fait la comparaison, c'est-à-dire le P. D'accord? Une fois terminé, ou bien ajouter le nouvel enregistrement, dans ce cas-là, il suffit de lire tout le reste de l'ancien fichier d'un seul coup et puis les copier. Ce n'est pas la peine de faire des comparaisons parce que mon fichier est trié, donc tous les éléments qui vont venir après le P sont plus grands que le J. D'accord? Maintenant, nous allons passer à l'opération de suppression. Supposons que j'ai un fichier qui contient un ensemble d'enregistrements et je souhaite supprimer l'enregistrement qui contient les informations F. D'accord? Donc pour faire la suppression, bien sûr, je dois faire des comparaisons. Ça marche? Je vais prendre le A, le comparer avec le F, c'est différent. Donc s'ils sont différents, je vais copier cet enregistrement-là dans un nouveau fichier. C est différent de F, donc je vais le copier. F est égal à F, je ne vais pas le copier, je ne vais pas faire l'écriture. Je vais le sauter à l'enregistrement suivant. Donc P et F sont différents, je vais écrire le P. S et F sont différents, je vais copier le S. D'accord? Donc pour supprimer un enregistrement d'un fichier, je vais utiliser bien sûr deux fichiers. L'ancien fichier sera ouvert en mode lecture, le nouveau en mode écriture, et je vais faire des comparaisons entre les valeurs de l'ancien fichier et l'enregistrement que je souhaite ajouter.
Si je trouve que les enregistrements sont différents, je fais la copie. S'ils sont égaux, je vais passer, je vais ignorer cet enregistrement-là. Voilà, regardez la solution. Donc les déclarations sont toujours les mêmes. Je vais d'abord ouvrir l'ancien fichier en mode lecture et le mettre dans P fichier ancien. Ensuite, je vais ouvrir le nouveau fichier en mode écriture et le mettre dans P fichier nouveau. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de me donner quel est l'enregistrement qu'il souhaite supprimer. C'est le F, d'accord? C'est le nom à supprimer. Et puis, je vais lire à partir de l'ancien fichier tant que je ne suis pas arrivé à la fin. Je vais lire à partir de l'ancien fichier, je vais lire le numéro de la personne et le nom de la personne. S'ils sont différents, si le nom de la personne que je viens de lire est différent du nom que je souhaite supprimer, je vais écrire dans le nouveau fichier cet enregistrement-là. D'accord? Dans le cas contraire, si, s'ils sont différents, bien s'ils sont égaux, je ne vais rien faire. D'accord? Donc le principe de cet exercice, c'est si je trouve des enregistrements différents, je vais les copier dans le nouveau fichier. S'ils sont égaux, je ne vais rien faire. D'accord? Et finalement, bien sûr, je vais fermer le pointeur vers le nouveau fichier et vers l'ancien fichier. Maintenant, passons à la modification. Cette opération, elle aussi, est simple. Pour modifier un enregistrement dans un fichier, supposons que j'ai le fichier qui contient les enregistrements suivants, A, C, F, P et S, et je souhaite modifier l'enregistrement F par G. D'accord? C'est-à-dire, à la place d'avoir F, je vais avoir G. Regardez ici. A, C, G, P et S. Donc, pour modifier un enregistrement, il suffit de faire des comparaisons. Si A est différent de F, je vais copier le A. C est différent de F, je vais copier le C. F est égal à F, donc au lieu d'écrire F, je vais écrire le G. Voilà, je vais remplacer le F par le G. Et je vais faire la même chose pour la suite. P est différent de F, je vais copier F. S est différent de F, je vais copier le S. Ça marche? Donc, comme d'habitude, je vais ouvrir l'ancien fichier en mode lecture, le nouveau fichier en mode écriture. Je vais demander l'enregistrement qu'on souhaite modifier, c'est le F. Et puis par quoi on souhaite le modifier, ça c'est le G. D'accord? Je vais lire les informations de G. Et puis tant que je ne suis pas arrivé à la fin de l'ancien fichier, je vais lire à partir de l'ancien fichier le numéro de la personne et le nom de la personne et faire des comparaisons. D'accord? Si je trouve le F, par exemple, je vais prendre le A est différent de F, je vais passer à S, je vais copier le A dans le fichier, dans le nouveau fichier. D'accord? Si j'arrive à F, donc F de l'ancien fichier est égal à l'enregistrement que je souhaite modifier, dans ce cas-là, je vais écrire dans le nouveau fichier le nouveau numéro et le nouveau nom. C'est-à-dire, au lieu d'écrire F, je vais écrire le G. Ça marche? Finalement, bien sûr, je vais fermer les deux fichiers. Le pointeur sur l'ancien fichier et celui sur le nouveau. D'accord? Maintenant, passons aux fonctions de déplacement dans un fichier. Pour se déplacer dans un fichier, il y a principalement trois fonctions. Il y a la fonction ftel, fseek et rewind. En fait, là, la seule fonction qui ne commence pas par F, c'est la fonction rewind. Jusqu'à maintenant, toutes les fonctions que nous avons vues et qui traitent les fichiers commencent par la lettre F. D'accord? La seule fonction qui sort de cette exception, c'est la fonction rewind. Commençons par la première fonction qui s'appelle ftel. Alors, cette fonction ftel nous donne la position du curseur dans le fichier. Et cette fonction demande en entrée le pointeur sur le fichier. Et elle retourne un long qui exprime le nombre d'octets qui se trouve avant le curseur. Voilà un exemple. Donc, on souhaite lire le contenu d'un fichier et afficher la position du curseur. Je vais ouvrir le nom du fichier en mode lecture et le mettre dans P fichier. Et puis, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de ce fichier, je vais appeler la fonction ftel pour afficher la position. D'accord? Pour sauvegarder la position dans pause et puis l'afficher. Ensuite, je vais lire
à partir du fichier le numéro de la personne et le nom et les afficher sur la console. D'accord? Donc si je fais l'exécution de ce programme, il va m'afficher quoi? Donc au début, dans la première itération, pause va être égal à 0 parce que le curseur est placé au début. D'accord? Et dans la deuxième itération, il va compter le nombre d'octets qui se trouve avant, c'est-à-dire quel est le nombre d'octets du premier enregistrement. Dans cet exemple-là, j'ai un entier codé sur 4 octets et le nom de la personne codé sur 30 octets. Donc 4 plus 30, ça donne 34. D'accord? Donc avec la troisième ou bien deuxième itération, la position va être égale à 34. Après la troisième itération, ça va donner la valeur 68, etc. Donc la fonction ftel va compter le nombre d'octets qui se trouvent avant le curseur. Maintenant, il y a la fonction fseek, cette fonction qui permet de se positionner dans le fichier, c'est-à-dire je peux me déplacer à l'intérieur de ce fichier. Cette fonction fseek demande trois paramètres en entrée. D'abord, il y a le pointeur sur le fichier dans lequel je souhaite me déplacer, et puis le déplacement, c'est-à-dire combien d'octets je souhaite parcourir, et puis la position d'origine, c'est-à-dire à partir de quelle position je souhaite faire le déplacement. D'accord? Regardez ici, pour la valeur de origine, c'est une variable qui va contenir une de ces trois constantes. Soit je vais mettre seek_set, seek_cure ou bien seek_end. Si j'utilise l'origine seek_set, ça veut dire que le curseur est positionné au début du fichier. Seek_cure veut dire que je vais utiliser la position courante du curseur. Et seek_end veut dire que le curseur est placé à la fin. Passons maintenant à des exemples. Regardez ici, j'ai l'instruction fseek pfichier de seek_set. Donc là, je vais travailler ou bien me déplacer dans le fichier pfichier. Je vais le déplacement ou bien le nombre d'octets que je vais parcourir, c'est 2 octets. Et puis la position d'origine, c'est le début du fichier. Ok? En fait, là, c'est comme si je vais, à partir de la première position du tableau, pardon, du fichier, première position, je vais me déplacer de 2 octets vers l'avant. D'accord? Voilà le deuxième exemple, fseek pfichier -4 seek_cure. Cette instruction, donc la position d'origine c'est seek_cure, c'est-à-dire la position courante du curseur, et puis je vais faire un déplacement de 4 octets vers l'arrière, c'est-à-dire je vais retourner en arrière de 4 octets. Et puis la dernière instruction c'est fseek avec pfichier 0 seek_end. Seek_end, ça veut dire la fin du fichier et le déplacement égal à 0. C'est-à-dire que je vais rester à ma place, c'est-à-dire au niveau de la fin du fichier. D'accord? Passons maintenant à la dernière fonction de déplacement dans un fichier qui s'appelle rewind. Donc la fonction rewind demande en entrée le pointeur sur le fichier et cette fonction permet de se placer au début du fichier. D'accord? Alors, cette fonction rewind pfichier est équivalente à fseek pfichier 0 seek_set. D'accord? Donc, soit vous écrivez rewind pfichier ou bien vous écrivez fseek pfichier 0 seek_set. Donc, vous pouvez utiliser cette instruction, elle est courte, pour vous déplacer au début d'un fichier. Maintenant, nous allons voir les deux dernières fonctions qui s'appellent rename et remove. Comme vous l'avez remarqué, dans les traitements de mise à jour d'un fichier séquentiel, nous avons utilisé deux fichiers. Il y a l'ancien fichier et il y a le nouveau. Vers la fin des traitements, bien après avoir fait les modifications nécessaires sur le fichier, il faut renommer le nouveau fichier, c'est-à-dire il doit porter le nom de l'ancien fichier, ok, et puis supprimer l'ancien fichier pour garder à la fin uniquement un seul fichier qui contient toutes les modifications, bien toutes les mises à jour. D'accord? Donc pour faire le renommage ou bien pour renommer un fichier, on utilise la fonction rename.
qui demande en entrée le nom de l'ancien fichier et puis, deuxième paramètre, c'est le nouveau nom. D'accord? Et la deuxième fonction, la suppression, pour supprimer un fichier, je vais utiliser la fonction remove qui demande en entrée uniquement le pointeur sur le fichier ou bien le nom vers le fichier. Ça marche? Donc, regardez ici, voilà le nom de l'ancien fichier, le nom du nouveau fichier. Je vais lire l'ancien fichier et le nouveau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer l'ancien fichier, OK, avec la fonction remove. Et là, pour la fonction remove, si la valeur de retour est différente de 0, cela veut dire que la suppression n'a pas été réalisée avec succès. OK? Parce que la fonction remove retourne 0 en cas de succès. Donc, après avoir supprimé l'ancien fichier, je vais renommer le nouveau. Regardez, je vais utiliser rename, nouveau, qui va prendre le nom de l'ancien fichier. OK? Et la même chose, là aussi je vais faire un test. Si la valeur de retour est différente de 0, ça veut dire que le renommage, il y avait un problème dans le renommage. Sinon, le renommage a été réalisé avec succès. D'accord? Donc c'est ainsi que prend fin notre chapitre. Il était un peu long, mais il contenait beaucoup de fonctions qu'il fallait explorer. J'espère que l'explication a été claire et je vous souhaite très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.